Bonjour, bienvenue à cet événement de la chaire Raoul Durand qui s'intitule Irak algérien, la démocratie en suspens. Mon nom est Marie Lamèche, je travaille à l'Institut montréalais d'études sur les génocides et les droits de la personne de l'Université Concordia, mais je suis aussi associée à la chaire Raoul Durand. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe depuis 2 ans en Algérie. Donc, il y a 2 ans, de grandes manifestations avaient lieu dans les grandes villes d'Algérie. Ces manifestations appelées Irak, ça veut dire mouvement en arabe, ont été une des causes de la démission d'Abdelaziz Bouteflika et marquent encore l'Algérie aujourd'hui. En février dernier, pour célébrer les 2 ans du mouvement, de nombreuses personnes sont descendues dans les rues malgré la pandémie. Donc, entre février 2019 et février 2020, les manifestants descendaient dans les rues tous les mardis. Mais évidemment, la pandémie a mis un peu un frein à ces marches-là. Néanmoins, les raisons de la colère, je pense, sont toujours présentes. Et la jeunesse ne semble pas reculer devant les barrières qui existent en ce moment. Donc, avec nos intervenants, aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux de la situation et voir pourquoi l'Irak n'est pas mort. Et donc, j'ai vraiment grand plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants. Oussam Eddine Begas, qui est journaliste et chercheur. Miloud Chenoufi, qui est professeur au Collège des Forces canadiennes de Toronto, spécialiste en relations internationales et politiques du Moyen-Orient. Et enfin, Khaled Drareni, journaliste fondateur de Skazbash Tribune et correspondant à TV5 Monde, qui nous rejoint d'Alger, je pense. Merci à vous 3 d'être présents aujourd'hui. Donc, la manière dont va se dérouler l'événement, c'est que chaque intervenant va avoir quelques minutes pour un petit peu présenter son point de vue, ses arguments, faire un état de la situation. Donc, peut-être pouvons-nous commencer par Oussam? Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour l'UQAM et merci Marie pour nous avoir pour parler du Hirak algérien. En fait, les manifestations de masse en Algérie ne sont pas une tendance nouvelle. En fait, elles ont eu lieu dans de nombreux secteurs. Par exemple, les étudiants, il y avait des manifestations des étudiants, des syndicalistes, les médecins, les enseignants, la police, les retraités du militaire, aussi pour la cause berbère. Et c'était à plusieurs reprises. Mais cependant, ce qui rend le Hirak, le mouvement, le Hirak, qui a commencé en février 2019, unique et inédit, c'est le fait qu'il a pu unifier la majorité des Algériens autour d'une cause commune. Et cette cause, c'est de refuser le 5e mandat de l'ex-président Bouteflika, qui a démissionné en avril 2019, et appeler à un changement démocratique dans le pays. Donc, c'est la cause vraiment essentielle du Hirak et l'objectif. Et je vais arrêter là pour donner l'occasion pour mes collègues d'intervenir aussi. Miloud, vous voulez être le prochain, s'il vous plaît? Merci. Oui, merci. Et à moi de vous remercier aussi de nous avoir invités. Je souhaiterais dire une chose à propos de l'équation générale. L'équation générale politique en Algérie. Vous avez d'un côté un système politique qui est arrivé à ses limites il y a assez longtemps. Les limites de ce système est d'avoir créé un État qu'il est nécessaire de préserver. Cet État fonctionne avec un certain nombre d'institutions, repose sur l'administration publique, donc la bureaucratie, et a des relais dans la société à travers certains partis politiques, certaines associations, etc. Simplement, la limite de ce système est celui de la démocratisation qu'il n'est pas parvenu à parachever pour un certain nombre de raisons, malgré les tentatives qui dont la première remonte à la fin des années 80. Donc, vous avez un système politique qui est arrivé à ses limites et donc qui a besoin d'un stimulus externe pour s'orienter vers plus de démocratisation.
Vous avez en face une opposition qui est très diversifiée sur le plan idéologique, qui s'est greffée sur le mouvement populaire. Elle ne l'a pas créé. Le mouvement populaire était spontané. Elle s'est greffée dessus et au début fonctionnait ou avançait masquée. Elle n'est apparue à travers certaines figures, certains personnages qu'à l'été 2019. Le problème ici, c'est que l'alternative qui vient de l'opposition, et notamment l'opposition radicale, celle qui refuse par exemple de participer aux élections, ne parvient pas encore à articuler une alternative. Et on peut bien entendu détailler toutes les lacunes qui sont associées à cette absence d'alternative. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire dans la discussion. Mais enfin, la raison pour laquelle le mouvement populaire, celui qui a permis l'arrêt des élections ou alors d'empêcher un 5e mandat, est assez différent de ce qui s'est produit ensuite avec l'émergence de ces nouvelles forces politiques radicales qui souhaiteraient donc assurer elles-mêmes une période de transition sans être structurée, sans être organisée, sans avoir de programme. Ce sont les éléments qui, je crois, nécessitent d'être détaillés dans la discussion. Merci. Khaled, vous voulez intervenir maintenant, s'il vous plaît? Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et avancé et par les deux intervenants précédents. Le Hirak est un mouvement populaire historique de toutes parts, par son caractère massif, par son caractère rassembleur et par son caractère pacifique. Mais 2 ans après, le Hirak est en danger. Le Hirak est en danger parce que les autorités algériennes sont déterminées à y mettre fin, à l'arrêter. Ils ont déjà mis fin aux rassemblements et aux manifestations du mardi, qui était la journée des étudiants et des citoyens, puisque mardi dernier était le 4e mardi interdit et empêché par la police. Le vendredi dernier, 14 mai, est le premier vendredi de mobilisation brutalement empêché par la police. Il y a eu près d'1 millier d'arrestations dans toute l'Algérie, plusieurs vingtaines ou trentaines de mandats de dépôt, ça veut dire incarcération immédiate, des journalistes brutalisés, frappés, interpellés, et une journaliste, Kenza Khato, prise en otage pendant 4 jours. Garde à vue de 4 jours et miraculeusement remise en liberté après un procès qui s'est déroulé en comparution immédiate. Donc aujourd'hui, il est clair que l'État algérien ne veut plus du Hirak, ne veut plus des manifestations. Et la grande question, c'est que se passera-t-il demain? C'est pour ça que je vous dis que le Hirak est en danger. Il va bien, mais il est en danger, parce que pour beaucoup de personnes en Algérie, le Hirak, c'est pas seulement les manifestations. Le Hirak, c'est l'esprit du refus, l'esprit du rejet du système et l'esprit du changement qui a envahi l'Algérie depuis maintenant 2 ans. Le Hirak, c'est pas que la manifestation. Le Hirak, c'est ce vent de changement qui a soufflé sur l'Algérie et qui est porté aujourd'hui par des millions d'Algériens. Beaucoup d'Algériens ne marchent pas, ne sortent pas manifester, mais sont pour le Hirak et sont pour l'Algérie des libertés. Et moi, en tant que journaliste, parce qu'évidemment aujourd'hui je m'exprime en tant que journaliste et pas en tant qu'homme politique, nous éprouvons énormément de difficultés à travailler. Il y a eu près d'une quinzaine de journalistes en 2 ans qui ont été emprisonnés ou placés sous contrôle judiciaire ou persécutés ou empêchés de travailler. Au moment où je vous parle aujourd'hui, il y a un journaliste algérien qui est en prison, il s'appelle Rabah Karesh. Il se trouve dans une prison qui est à 2000 km d'Alger, au fin fond du désert. Un journaliste, Rabah Karesh, qui est en prison pour un délit de presse. Et je vous rappelle que la constitution algérienne interdit d'emprisonner les journalistes pour leur travail journalistique. Mais les juges l'ont pourtant mis en prison. Donc on ne demande pas aux autorités d'être avec nous, de se comporter de manière privilégiée, on leur demande juste d'appliquer la loi qu'ils ont eux-mêmes mis en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, c'est une bonne introduction au sujet, évidemment. Et peut-être on va essayer de retourner 2 ans en arrière pour voir un petit peu ce qui a mené justement à cette demande de changement. Donc, je sais que vous pouvez tous donner votre opinion là-dessus, mais on va peut-être commencer par Oussam.
Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens descendent massivement dans la rue et qu'est-ce qui a mené à cette demande de changement, en fait, il y a 2 ans? À mon avis, c'était des accumulations. Il y avait une rage, un peuple qui n'était pas libre, qui s'exprimait mal, des droits qui ont été violés, un régime qui était en place depuis le 1999, un président qui n'a pas parlé à son peuple depuis 2013. Du coup, le peuple algérien, ils ont voulu plus. Et du coup, aussi, après, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays voisins, avec le printemps arabe, où il y avait plein de changements dans des régimes ou en fait, au sommet du pouvoir dans ces pays-là. Du coup, les Algériens aussi, ils ont voulu un changement que j'estime mérité. Il y avait aussi une génération de jeunes Algériens qui est assoiffée pour la liberté d'expression, de vivre, de créer son propre destin et aussi de construire une Algérie meilleure et avoir un futur prospéré. Du coup, je pense que c'était ces accumulations sociales, économiques et politiques qui ont créé un climat et aussi en plus la maturité politique chez les jeunes algériens qui a fait en sorte que le Hirak commence en février 2019. Et aussi, c'est que l'Algérien, à mon avis, c'est que ils ont le système qui était en place et il a insulté l'intelligence de l'Algérien. C'est qu'il y avait un président et un régime corrompu qui était en place depuis 20 ans et ils voulaient rester encore plus. Du coup, ils ont dit c'est bon, on peut plus prendre ça. Donc, ils ont mis fin à ça dans un moment historique où un mouvement populaire, rassembleur et aussi une force sociale qui a vraiment perturbé et a avorté les agendas du système. Merci. Miloud, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, merci. En fait, c'est important de revenir au mouvement populaire tel qu'il s'est exprimé en 2019 parce que, et encore une fois, il est nécessaire ensuite d'identifier les différences entre ce mouvement-là du printemps 2019 et ce qui s'est produit après. Ce sont, à mes yeux, deux choses totalement différentes. Ce qui s'est produit dans le printemps, je crois que M. Begas l'a déjà bien décrit, effectivement, il y avait un rejet profond du 5e mandat du président Bouteflika. Alors, bien entendu, le 3e mandat, 8 ans plus tard, était déjà une absurdité à partir du moment où le président était déjà malade. Donc, le 4e a été imposé aux Algériens et le 5e, si vous voulez, introduisait une dimension totalement absurde et aberrante d'un président totalement absent qui voulait continuer à présider l'Algérie. Et donc, le calcul derrière ce 5e mandat était que la population algérienne était apathique. Et elle était apathique à cause du traumatisme de ce qui s'est produit dans les années 90 et l'effusion de sang qui s'est produite dans les années 90. Donc, on pouvait lui faire passer ce qu'on veut. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que certaines figures du mouvement populaire aujourd'hui font le même calcul, à savoir qu'on peut faire passer au nom du peuple algérien tout ce qu'on veut puisqu'il est apathique, sentimental, etc., etc. Et ça, c'était un calcul qui était très mauvais puisque la mobilisation massive a prouvé que c'était un calcul totalement faux. Et la mobilisation du printemps 2019 était tellement massive
était tellement massive, traversait l'ensemble des générations, traversait l'ensemble des catégories socio-professionnelles, traversait l'ensemble des idéologies et était spontanée. Il n'y avait pas d'acteurs politiques derrière cela. Il n'y avait certainement pas les acteurs politiques qui aujourd'hui prétendent parler au nom du mouvement populaire. Et ce caractère massif et transcendant des différences et des altérités en Algérie rendait totalement impossible toute forme de répression. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous voyons de la répression, c'est parce que le mouvement populaire s'est rétréci. Et il est important de se poser la question, pourquoi est-ce que des gens ont été perdus en cours de route? Et donc, ce caractère tout à fait massif a fait en sorte qu'une force organisée, puissante et bien structurée au sein même de l'État n'avait plus d'autre choix, je parle bien entendu des forces armées, n'avait plus d'autre choix que de faire primer la raison d'État. Et la raison d'État, à l'époque, imposait donc à l'armée de se ranger du côté de la population et de pousser le président Bouteflika à la sortie. Voilà à peu près ce qui s'est passé pendant cette première période, qu'il faut encore une fois distinguer de manière analytique claire de ce qui va se produire par la suite. Oui, si je peux prendre la parole, c'est vrai qu'il y a eu un cumul. Pourquoi y a-t-il eu le 22 février 2019 ? Honnêtement, personne ne s'y attendait. Il y a eu le printemps arabe au début de l'année 2011 en Tunisie, Égypte, Libye, etc. L'Algérie n'était pas concernée. Lorsque les gens posaient la question aux responsables algériens, il y avait toujours cette réponse générique « Oui, nous avons eu notre printemps en octobre 88 ». C'était un printemps inachevé, octobre 88, il y a eu des émeutes, il y a eu des centaines de morts, mais c'était l'occasion d'amorcer le multipartisme en Algérie, la presse libre, etc., etc. Mais c'était évidemment une démocratisation éphémère. Et le printemps arabe n'a pas touché l'Algérie. Et je me rappelle, moi, qu'en 2011 et 2012, il y avait une certaine réticence face à ce qui se passait dans ces pays parce que les Algériens voyaient les morts en Syrie, en Libye, voyaient la situation chaotique dans ces pays. Et puis, une chose très importante, c'est qu'à l'époque, en 2011, les autorités algériennes ont pu éviter qu'il y ait un printemps par le pouvoir de l'argent, en essayant, comme on dit ici entre guillemets, acheter la paix sociale parce qu'ils avaient encore les moyens de le faire. Et je me souviens qu'à l'époque, en 2012, le premier corps qui avait bénéficié d'une exceptionnelle augmentation de salaire, c'était les policiers. Et à l'époque, les policiers avaient eu une augmentation de salaire de 50% avec un rappel de 5 ans, effet rétroactif sur 5 ans. Je me rappelle qu'ils partaient à la poste avec des sacs pour récupérer cette augmentation de salaire avec ce rappel de 5 ans. Et donc, l'État a mis les moyens nécessaires pour éviter un printemps arabe en Algérie. Ça, c'était en 2011. Et bien sûr, il y a eu 2019. Il y a eu, comme l'a dit tout à l'heure M. Begas et aussi M. Chelloufi, il y a eu un cumul. Il y a eu un cumul de colère, il y a eu un cumul de déception. Il y a aussi cette humiliation que les Algériens ressentaient au fond d'eux de voir ce qu'on disait le cadre. Le président était absent totalement depuis son accident vasculaire en mai 2013. En 2014, il y a eu une campagne électorale, sans doute la seule campagne électorale au monde où le candidat n'a pas fait campagne, puisqu'en 2014, Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre succession, n'a pas fait campagne. Et puis, il y a eu ce culte du cadre où on montrait son portrait partout dans les cérémonies, on le ramenait sur une scène et on le saluait. Et cette humiliation était devenue insupportable pour des millions d'Algériens. Et pour être honnête, personne ne connaît l'origine du 22 février. C'est le grand point d'interrogation, en fait. C'est la question, personne ne sait d'où est venu le 22 février. Il y a eu des appels sur les réseaux sociaux. Ce sont des appels salutaires. Ce sont des appels importants. Moi, je me rappelle que quelques jours avant le 22 février, j'ai été contacté par les services de sécurité pour me dire « Écoute, Khaled, tu es un journaliste influent. Il faut essayer d'empêcher ce mouvement, d'empêcher la marche du 22. » Bien sûr, je n'ai pas répondu favorablement à ces appels. Et le 22, j'étais dans la rue à la place du 1er mai et j'ai vu quelques petits groupes de dizaines de personnes se transformer en marée humaine. C'était le début du mouvement. Ce mouvement n'a pas encore atteint son but, il n'a pas encore réussi, mais je pense qu'à long terme, il ne peut pas échouer.
Et pour répondre aussi, pour aller dans la direction de M. Chenoufi sur ce qu'on a vécu dans les années 90. En fait, c'est vrai, c'est qu'à partir de 2011, l'argument principal des autorités, d'ailleurs c'était le thème de campagne présidentielle en 2014, c'était la stabilité. Ça veut dire, est-ce que vous choisissez la stabilité ou est-ce que vous choisissez la Syrie? C'était d'ailleurs l'argument de Ahmed Ouyahia, qui était Premier ministre et directeur de campagne et directeur de cabinet du président à l'époque, qui disait oui, même en Syrie, la révolution a commencé avec des fleurs dans les fusils. Donc, c'était une manière de faire peur aux Algériens et de leur dire attention, la démocratie, c'est la guerre. La liberté, c'est la guerre. Vos droits, c'est la guerre. Rien ne vaut la stabilité. Et ils se sont mis à montrer à la télévision des images de cadavres des années 90, des attentats, chose qui ne doit pas se faire selon la loi sur la concorde civile. Il ne faut pas montrer des cadavres. Donc, ils le montrent quand ça les arrange de le faire. Merci beaucoup. Peut-être pour continuer justement sur la structuration de ce mouvement, moi j'étudie beaucoup les mouvements protestataires au Myanmar, par exemple, au Soudan, où on a vu quelques résultats justement parce qu'il y a eu ce mouvement où on avait des personnes de différentes classes sociales, différents milieux, etc. Et qu'en est-il en Algérie au niveau du changement? Je sais, Monsieur Chenoufi, vous parliez justement de ce changement entre ce qui se passait il y a 2 ans et aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus justement de ces changements au sein du mouvement et peut-être des fissures qui ont commencé à apparaître justement au sein du mouvement? C'est à moi que vous avez oui, par exemple. Après, on pourra aller au prochain. Okay. Alors, je voudrais juste préciser une chose par rapport aux années 90. Ce n'est pas uniquement le fruit de la propagande du pouvoir. Hein. C'est un sentiment qui est aussi ancré au sein de la population, puisque beaucoup de sang a coulé dans les années 90 et des gens ont perdu des proches. L'Algérie a vécu une situation extrêmement difficile dans les années 90, donc il est tout à fait normal qu'au niveau populaire, on soit un peu prudent lorsque on entend des appels au changement. Et ensuite, c'est l'abus de ce sentiment-là qui a fait en sorte que certaines personnes à la présidence ont pensé qu'ils pouvaient en profiter pour avoir un 5e mandat. Ce qui s'est produit justement après que le mouvement populaire ait eu gain de cause sur le 5e mandat et sur la démission du président, c'est qu'il y avait 2 voies. Okay. Il y avait d'une part la voie qui est celle de tous les mouvements de démocratisation qui ont réussi dans le monde, que ce soit en Espagne, que ce soit en Corée du Sud, en Amérique latine, en Grèce, voire même en Turquie. C'est-à-dire que l'opposition s'organise, se structure et profite de toutes les voies, les ouvertures pour faire avancer la cause du changement démocratique. C'est de cette façon-là que toutes les expériences démocratiques réussies ont fonctionné. Les démocratisations ne se sont pas produites d'un seul coup. Ça a toujours été à travers un travail patient, mais avec beaucoup d'abnégation de la part de l'opposition, sachant pertinemment que le système politique, lui, va chercher à se reproduire. Donc ça, voyez-vous, c'était une voie. Ce n'est pas la voie qui a été choisie par les figures, les personnages qui ont commencé à apparaître à partir de l'été 2019 et qui, eux, ont dit non, ce que nous voulons maintenant, c'est que l'armée qui maintenant détient le pouvoir nous remette le pouvoir à nous, qui n'avons pas été élus par personne et qui refusons de nous structurer en parti politique avec une vision et une idéologie claire. Et nous voulons donc recevoir le pouvoir, devenir les dépositaires du pouvoir et assurer nous-mêmes une période de transition. Et ça s'est accompagné aussi par une tentative de réhabilitation des islamistes qui ont pris le pouvoir dans les années 90. Ça, c'est pas le pouvoir qui l'a fait. Ça s'est fait au sein de l'opposition. Et à cause de cela, voyez-vous, il y a eu une différence et une distinction entre les masses qui sortaient pendant le printemps 2019 et le nombre plus réduit
qui commençaient à sortir à partir de l'été. Si vous voulez, pour terminer sur un point, le premier mouvement populaire a eu instinctivement, intuitivement, personne n'en a décidé, l'idée stratégique géniale de s'associer à un groupe structuré, organisé et puissant, à savoir l'armée, pour atteindre un objectif qui était celui d'empêcher le 5e mandat et de pousser Bouteflika à la démission. À partir de l'été, il y a eu cette fissure entre les figures du mouvement populaire qui ont maintenant exigé de l'armée de se retourner contre elle-même et de leur remettre le pouvoir en pensant que le mouvement populaire à lui-même est suffisant pour obliger l'armée à agir de la sorte. Et ça, c'était un calcul qui s'est avéré par la suite erroné puisqu'ils n'ont pas eu gain de cause. Et parce qu'il n'y a pas eu gain de cause, on a entendu des appels à la rébellion au sein de l'armée, ce qui est extrêmement dangereux dans un pays où l'État repose sur le rôle que jouent les forces armées. Donc, et c'est à peu près une variété de cette option confrontationnelle qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il y a d'autres éléments qui sont associés à cela que j'évoquerai plus tard. Merci. Monsieur Begars, peut-être vous avez quelque chose à rajouter justement sur la fracturation et les dissensions au sein du mouvement depuis 2 ans et l'évolution depuis 2019. Ce que je peux ajouter à ça, c'est que ce qui a fait du Hirak algérien une force sociale, c'est qu'il a rassemblé des personnes de tout âge et du mouvance de la société algérienne à travers tout le territoire du pays algérien. C'est que ce qui n'était pas arrivé depuis la révolution algérienne contre les Français en 1954. Et je parle de ce qu'il y avait des jeunes, des femmes, des hommes, personnes âgées, islamistes, libéraux et conservateurs. C'est que tout le monde était dans la rue. Et comme M. Draghi l'a dit avant, même si les gens qui ont arrêté de marcher dans les rues maintenant soutiennent le mouvement. Et quand tu as un mouvement assez grand, et comme dans la décennie dernière, dans les études de sociologues et du mouvement et du activisme civique, c'est que le civic protest a changé, a vraiment changé. C'est que on peut pas le caser, on peut pas le contrôler, on peut pas vraiment on peut pas vraiment essayer de le manipuler facilement. Mais ce qu'on peut faire, c'est le casser du dent. C'est comme la composante du Hirak qui est tellement diverse que le régime algérien a pu le pénétrer de sorte où tu as des gens qui sont pour les élections, non pas pour les élections. C'est que le gouvernement a changé de cap avant les élections de décembre, les élections présidentielles de décembre, le 12 décembre 2019. C'était le Hirak. Il salue le Hirak. C'était quelque chose de grand, d'historique. Pourquoi ? Parce qu'il a poussé un changement de régime. Et puis, maintenant, il parle il y a un Hirak authentique et il y a un Hirak hors la loi. Il y a des journalistes qui sont des journalistes et des journalistes tels que Khaled Drarni qui sont hors la loi, M. Keresh ou Madame, parce que c'est des gens libres qui croient que le Hirak n'est pas achevé, n'est pas terminé. Oui, c'est vrai, il y a un changement, mais on a changé un clan avec un autre clan. Et du coup, je pense, voilà, et je pourrais parler plus après. En quoi, peut-être, M. Draghi
le gouvernement, justement, essaye pour l'instant de profiter de ces fissures peut-être au sein du mouvement. Et pour vous aussi, vous aviez l'air d'avoir assez d'espoir dans les futurs du mouvement, même si on pourra retourner là-dessus à la fin. En quoi y a-t-il encore assez d'unité aussi quand même qui reste? Oui, moi, je garde beaucoup d'espoir. Vous savez, moi, j'ai passé 11 mois en prison et quand je suis sorti, j'étais triste de voir que les figures du Hirak n'étaient pas du tout unies entre elles. Il y a des voix extrêmement discordantes et je pense que ça va dans l'intérêt du régime. Euh, et je rencontre beaucoup de gens dans la rue qui me disent, Khaled, oui, pourquoi vous ne vous unissez pas? Pourquoi vous ne parlez pas d'une seule voix? Pourquoi est-ce que les figures du Hirak ne sont pas rassemblées, ne sont pas unies? C'est vrai, les figures de Hirak ne sont pas unies, ne sont pas rassemblées. Chacun a une idéologie, chacun va de son côté. Mais même s'ils étaient unis, même s'ils étaient rassemblés, en face, il n'y a pas de bonne foi. En face, il n'y a pas une volonté d'écouter les gens. Il faut se rendre à cette évidence. C'est très important. Il y a eu des initiatives depuis 2 ans. Il y a eu des groupes politiques qui ont fait des propositions. Le mot transition, c'est le mot qui fait peur au régime. Ah non, ne me parlez surtout pas de transition, c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer. Beaucoup de leaders d'opposition proposent une période de transition. NIDE 22, qui est une initiative de beaucoup de hirakistes, propose une transition. Des figures du Hirak proposent une transition. Les gens considèrent que c'est la solution qui peut être acceptée par tout le monde, comme sur le modèle soudanais. Là, je parle en ma qualité de journaliste, hein, je rapporte un fait. Mais en face, le système ne veut absolument pas entendre parler de ça. Le système a sa propre feuille de route et il applique. Comme c'était le cas pour les élections présidentielles du 12 décembre 2019. Donc, il n'a entendu aucune autre voix discordante. Ils sont partis vers des élections, même si c'était des élections totalement rejetées. Ils sont partis vers le référendum du 1er novembre avec un taux de participation de 23%, sans doute le taux de participation le plus faible depuis qu'il y a des scrutins dans l'Algérie indépendante, et ça reste le chiffre officiel. Donc, en face, il n'y a pas une volonté d'écouter, il n'y a pas une volonté de dialoguer, de s'asseoir à une table. Lakhdar Bourga'a, un ancien combattant de la guerre de libération algérienne qui nous a quittés il y a quelques mois et qui était une des figures du Hirak et qui a été jeté en prison à l'âge de 85 ans, pour vous donner une idée. À sa sortie de prison, des gens du système se sont approchés de lui pour lui dire, voilà, on discute, on s'assoit, on négocie. Il a dit non. Quand les gens lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu refuses? Il leur a dit, en face, il n'y a pas de bonne volonté. Il n'y a pas une vraie volonté d'aller de l'avant. Il n'y a pas une vraie volonté d'appliquer les résolutions ou les revendications du Hirak. Les gens du système sont ici depuis près de 60 ans. Ils ne sont pas prêts de partir. Et la période de transition que veulent beaucoup d'hommes politiques ne les arrange pas. C'est pour ça que le blocage persiste jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Chinoufi, je voulais peut-être vous entendre sur aussi la question de l'inclusion et l'exclusion de l'islamisme radical aussi dans tout ça. Alors, l'une des raisons qui fait en sorte que au sein de la population, il y a également une appréhension quant à certaines orientations de certaines forces à l'intérieur du Hirak, c'est justement cette question-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu des manifestations où des femmes sont sorties avec des revendications féministes. Vous savez que la société algérienne est malheureusement encore une société très patriarcale. Le problème des féminicides est un sérieux problème et la question des violences contre les femmes reste un problème systémique. Donc, ce sont des revendications tout à fait légitimes pour une Algérie du futur, une Algérie qui soit démocratique, de droit, etc., qui est donc l'inclusion des femmes. Ces femmes-là ont été attaquées physiquement dans les manifestations et ensuite dans le discours. On a essayé de leur dire ce n'est pas encore le temps de le faire. C'est pas le moment d'avancer les revendications des femmes. Il faut attendre que l'Algérie se démocratise pour qu'on puisse en parler. En même temps, on dit et on prétend et on crie qu'il faut réintégrer pas n'importe quel islamisme, parce que vous savez, l'islamisme en Algérie, il est très varié. C'est un ensemble, c'est un éventail très large. Et nous avons entendu des voix qui appellent
donc à l'intégration de l'islamisme radical, celui qui a pris les armes dans les années 90, et pas uniquement dans les années 90. Ce sont les héritiers d'une tradition violente en Algérie qui remonte au début des années, au début des années 80. Et cela pose un problème très sérieux. Si on est un démocrate, un libéral qui veut justement un état de droit, etc., se pose la question suivante. Comment voilà, est-ce qu'au nom de la liberté, est-ce qu'on peut accorder la liberté de parole aux ennemis de la liberté? Cette question-là peut être posée différemment. Est-ce qu'on n'est pas contre ses propres principes si on défend la liberté? Est-ce qu'on n'est pas contre ses propres principes que de dire qu'il faut interdire la liberté aux ennemis de la liberté? C'est une question qui est à la fois philosophique fondamentale, mais qui a aussi des répercussions pratiques sur le mouvement populaire en Algérie. C'est une réponse, c'est une question qui est complexe aussi. Ma réponse a toujours été que le point de départ, quand on croit à la liberté, ne doit jamais être l'exclusion. Jamais. Même à l'égard des ennemis de la liberté. Seulement, quelle attitude adopter à l'égard des ennemis de la liberté? Certainement pas l'attitude naïve de croire qu'ils ont changé juste parce que a changé le vernis discursif de ce qu'ils disent, en croyant qu'ils ont changé juste parce qu'ils ne menacent plus de tuer ceux qui sont opposés à eux. Je crois que l'attitude qu'il faut adopter, c'est une attitude du dialogue critique. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on dit qu'il leur faut bénéficier de la liberté d'expression, leur rappeler systématiquement quelle est la nature de leur idéologie, qui est misogyne, qui est contre la diversité, qui est raciste, et puis rappeler aussi leurs pratiques dans le passé et leurs responsabilités dans l'effusion de sang dans les années 90. Et s'engager dans une discussion critique avec eux. Malheureusement, ce qui s'est produit dans le Hirak, c'est qu'on leur a signé un chèque à blanc, en acceptant qu'ils viennent juste parce que, encore une fois, ils ont changé juste le vernis. Alors que nous avons affaire ici à des gens qui ont participé directement à l'assassinat de journalistes et d'intellectuels dans les années 90. Nous parlons aussi de gens qui ont agressé des femmes. Nous parlons de gens, notamment de quelqu'un, c'est un vétéran de la guerre d'Afghanistan dans les années 90, et qui, dans le monde de sa famille, il y a des gens qui ont créé des groupes armés les plus violents en Syrie. Je ne crois pas que ces gens-là, qui ont leur propre chaîne de télévision, je ne crois pas que ces gens-là peuvent être acceptés sans dialogue critique. Et encore, alors, pour résumer le tout, la position de principe, c'est une position d'inclusion, mais ensuite, il faut que le dialogue soit critique et ferme. Et on ne peut pas se cacher derrière le fait avéré que le pouvoir profite de la présence de ces islamistes radicaux pour discréditer le Hirak. C'est vrai. C'est vrai que le pouvoir ne fait l'économie d'aucun effort en la matière, mais cela ne signifie pas que ces gens-là ne représentent pas un danger. Juste pour terminer là-dessus, l'expérience nous a montré qu'il ne suffit pas de s'opposer à un système autoritaire pour avoir comme projet la démocratie. L'exemple turc nous le montre, l'exemple hongrois nous le montre, l'exemple birman nous le montre. Voilà des pays où des gens se sont opposés à des systèmes dictatoriaux, à des systèmes autoritaires, pour les remplacer par des régimes qui le sont tout autant. Et de la même manière que l'extrême droite en Occident profite de la liberté d'expression pour arriver au pouvoir et mettre en œuvre des politiques qui sont contre la liberté d'expression, nous avons le même problème avec l'islamisme radical en général et l'islamisme radical en Algérie. Je crois que la gestion de ce dossier-là au sein du Hirak a été pour le moins discutable. J'aurais des questions surtout aussi aux deux journalistes sur ce panel. Quel est le rôle des médias dans la couverture du mouvement et où en est la liberté de la presse en Algérie aujourd'hui, justement, parce qu'il me semble qu'en plus,
La Covid-19 je pense que le gouvernement essaye de s'en servir aussi pour museler le mouvement et les journalistes aussi. Donc peut-être commencer par Oussam. J'aimerais bien que Khaled commence. Khaled, on va commencer par Khaled. Sur le terrain, La situation est plus difficile que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque le Hirak a commencé le 22 février 2019, nous, les journalistes, nous étions extrêmement heureux. On était heureux parce qu'on pensait que ce Hirak qui allait libérer la voix du peuple allait du coup libérer la voix des journalistes. C'était pour nous évident. Malheureusement, avec le début de ce mouvement historique, la majorité des médias a décidé de ne pas y prendre part parce qu'ils étaient sous la botte des autorités. Je parle des médias lourds. Ça veut dire les chaînes de télévision publiques ou privées, les grands journaux, les radios, etc. D'ailleurs, dès le premier jour, il y a eu une campagne de désinformation sur ces chaînes de télévision pour dire ce sont des manifestations qui appellent aux réformes. Non, ces manifestations n'appelaient pas aux réformes, elles appelaient au changement et au refus du 5e mandat du président en exercice. Donc, il y a eu déjà une tentative de désinformer les Algériens. Par la suite, ces médias sont rentrés dans le rang, parce qu'elles étaient menacées, intimidées. Et aujourd'hui, on se retrouve à être une poignée de journalistes à couvrir le Hirak. Nous sommes une poignée de journalistes. Les chaînes de télévision ne couvrent plus le Hirak. Les chaînes de radio publiques non plus, parce qu'il n'y a pas de radio privée en Algérie. Les grands journaux, il reste Al-Watan, Liberté, Al-Khabar, plus ou moins, qui couvrent le Hirak, et quelques sites électroniques et quelques journalistes indépendants. Nous sommes aujourd'hui une minorité absolue, une poignée qui couvre le Hirak. Alors, nous sommes peu nombreux. Donc, nous sommes d'un côté respectés par la population et honnis par les autorités. Sur le terrain, on travaille à l'aise parce que les Algériens nous permettent de travailler à l'aise. Mais nous sommes la cible des autorités. Et vendredi dernier, tous les journalistes étaient la cible. Vendredi 14 mai. Une vingtaine ont été interpellés brutalement. Je vous dis, moi, j'étais au centre-ville d'Alger, j'avais l'impression d'être dans une ville occupée. Pour me déplacer d'un quartier à un quartier, je passais par des checkpoints, par des barrages filtrants, où on était arrêté à chaque barrage. Et au 4e, c'était la bonne, c'était l'interpellation, puis commissariat, une interpellation qui a duré 8 heures. Vous passez 8 heures dans un commissariat en espérant que vous allez être libéré et non retenu en garde à vue, puis présenté devant le procureur de la République, parce qu'une présentation devant le procureur peut signifier la prison. Donc, il y a une certaine terreur lorsqu'on attend comme ça pendant 8 ou 10 heures dans un commissariat. Et effectivement, sur la vingtaine de journalistes arrêtés, il y a eu une qui a été maintenue en garde à vue pendant 4 jours. Vous imaginez 4 jours de garde à vue, sans se changer, sans prendre sa douche, sans se laver. Et la journaliste s'est même évanouie lors de son procès en comparution immédiate, tellement elle était éprouvée. C'est-à-dire qu'en Algérie, vous parlez de la condition de travail des journalistes. En Algérie, les services de sécurité ne comprennent pas, ne peuvent pas faire la différence entre un citoyen et un journaliste. Pour eux, c'est la même chose. La brutalité est la même, la manière violente de parler, d'apostropher ou d'interpeller, c'est la même. Et lors de notre interrogatoire absurde avec un commissaire de police, c'est-à-dire on essayait de lui expliquer que la place d'un journaliste n'est pas dans un commissariat, qu'un journaliste doit travailler librement, que l'Algérie a signé des conventions pour que le journaliste travaille librement. Et là, vous faites face à la même réponse, c'est les instructions. En Algérie, les instructions passent avant la loi, passent avant les conventions internationales que signe le pays. Donc, pour vous répondre, la situation de la presse est extrêmement mauvaise, elle est extrêmement critique. Nous sommes ciblés chaque vendredi, chaque mardi. Nous sommes même prioritaires dans les interpellations. Ça veut dire que l'objectif des autorités aujourd'hui, il est vrai, c'est d'empêcher les gens de marcher. Mais leur objectif principal, c'est d'empêcher les journalistes de filmer les manifestations. Donc, nous sommes plus ciblés que les citoyens au lieu d'être protégés dans notre travail sur le terrain. Et la grande question, c'est demain. On se pose beaucoup de questions sur demain, vendredi. Que se passera-t-il ? Y aura-t-il la même répression féroce que vendredi dernier ? Et vont-ils, encore une fois, s'attaquer aux journalistes ? Je suppose que vous êtes ciblé sur les réseaux sociaux aussi, surveillé largement sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes d'attaques directes par message, mais aussi est-ce qu'on vous surveille géolocalisation ou quoi que ce soit aussi ? Oui, je pense que nous sommes surveillés. Vous savez, la police algérienne
concentre tous ses efforts pas sur la lutte contre le banditisme, la criminalité, le terrorisme, le trafic de drogue. Non, elle concentre tous ses efforts sur la surveillance des journalistes et des militants politiques. Oui, nous sommes surveillés tout le temps, sur les réseaux sociaux aussi. La journaliste Kenza Khatou, qui a été retenue en garde à vue pendant 4 jours, dans son dossier judiciaire, puisqu'on l'a retenue aussi longtemps, c'est surtout pour faire un gros dossier judiciaire. Dans son dossier judiciaire, il y avait des partages sur les réseaux sociaux. Ça veut dire même ce que vous partagez sur les réseaux sociaux est utilisé contre vous par la police judiciaire pour vous inculper d'atteinte à l'unité nationale. En Algérie, vous descendez couvrir une manifestation, on vous colle l'atteinte à l'unité nationale, ce qui veut dire l'atteinte à l'unité territoriale du pays, juste pour vous coller un chef d'inculpation qui mène à la prison. Parce que le délit de presse n'est pas interdit en Algérie. Merci beaucoup. Oussam Eddine Begas, peut-être sur la même question de la liberté de la presse et de la couverture du mouvement par les médias. Moi, pour être honnête, j'ai quitté l'Algérie en 2018. C'était même avant le Hirak. J'étais aux États-Unis, là-bas, où j'ai poursuivi mes études supérieures. Mais ce que je peux dire, c'est que l'Algérie a renforcé les restrictions contre la liberté de la presse, que ce soit en ligne, écrite, audiovisuelle, même avant le Hirak et beaucoup plus pendant, je veux dire, et même pendant le Covid. On parle de nombreux sites d'information ont été interdits et bloqués. Des personnes ont été arrêtées pour avoir posté des messages sur différentes plateformes de médias sociaux. Il y avait des gens qui étaient interdits de passer à la télévision. C'est le gouvernement qui décide si tu es journaliste ou pas, parce que l'accréditation du journalisme, c'est monopolisé par le ministère de communication du gouvernement algérien. Aussi, si on parle de la liberté d'expression, la Constitution, l'article 19 de la Constitution algérienne dit que tout citoyen algérien que la Constitution préserve la liberté d'expression, mais l'article 22, 23, 24 et 26 dit que cette liberté d'expression est conditionnée. C'est que à l'arrêt d'être liberté d'expression, il y a l'atteinte à la sûreté nationale, l'unité nationale, pour des raisons de sécurité, de l'idéologie aussi. Et du coup, qui définit ça? C'est le gouvernement aussi qui définit. Du coup, tu peux filmer une manifestation et la poster sur ton site internet ou sur ta chaîne de télévision. Ils vont dire ça, c'est à l'atteinte à l'unité nationale, provoquer des manifestations. Et c'est l'État qui le dit, c'est les institutions algériennes qui le disent. Donc, même la loi algérienne n'est pas respectée quand on parle de la liberté d'expression. C'est quand on parle aussi après les manifestations le 5 octobre 1988, on a eu un référendum ou une nouvelle constitution en 88 où il y avait le multipartisme, plus on est parti d'une presse étatique aussi à la presse privée. Et en 92, il y avait la création des comités de lecture. Au sein de tous les médias, il y avait un comité envoyé par l'État, les services du secret, pour relire tout ce qui a été publié. Du coup, même la liberté d'expression dans cette période était difficile. On parle aussi après, c'est que le gouvernement algérien, contrairement aux d'autres pays dans le MENA region, dans l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, en 2011, il a opté pour une politique d'apaisement. C'est qu'il voulait acheter la paix sociale, c'est qu'il y avait en quelque sorte des pseudo-réformes, il y avait une nouvelle loi d'information en 2012 qui a permis en quelque sorte de créer des chaînes de télévision, de plus de sites, mais ces chaînes elles sont illégales
on permet aux chaînes de télévision, aux journalistes d'exercer le métier sur le terrain, mais sans accréditation. Pourquoi? Parce qu'on veut ce flou, car si tu vas dire quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement, ils vont fermer votre chaîne de télévision. On a vu ça avec la chaîne Atlas, la chaîne Al-Watan. Plusieurs journaux ont été fermés. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné la parole à quelqu'un, à une autre voix. Et ça reste aussi les conditions du journaliste. Il y a plein de journalistes qui ne sont pas payés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas protégés par la loi. Donc, on trouve un journaliste, elle est entre deux réalités. C'est la réalité de faire son travail de professionnalisme, de donner l'information, d'informer le citoyen, et aussi d'essayer de gérer des politiques floues qui ne le protègent pas. Parce qu'à tout moment, il peut se trouver sans travail, à tout moment, il peut se trouver dans la prison, à tout moment, il peut se trouver exilé. Donc, le travail de journalisme en Algérie, c'est du militantisme, c'est un travail très dur. Et je salue mes confrères journalistes, hommes et femmes, qui se battent, qui ont battu, qui se battent toujours pour donner l'information correcte, pour rapporter la vérité de ce qui se passe en Algérie, pour nous qui habitent à l'étranger, pour aussi informer les Algériens de qu'est-ce qui se passe dans leur propre pays et leur donner des analyses et des informations correctes. Je sais que M. Chenoufi a un commentaire justement sur le journalisme, mais j'ai aussi une question encore, M. Chenoufi, pour vous, pour continuer cette conversation-là. Quel est le rôle, moi qui étudie beaucoup de mouvements de protestataires, que ce soit en Birmanie ou au Soudan, les femmes jouent un rôle essentiel et sont souvent à l'avant de ces mouvements. Peut-être que vous pourriez commenter là-dessus aussi sur le rôle des femmes justement dans le mouvement en Algérie, surtout que vous avez mentionné justement les femmes qui sont descendues dans les rues. Donc peut-être d'abord sur le journalisme, ensuite sur le rôle des femmes et ensuite on ira aux questions du public. Ok, alors sur le journalisme, pour avoir été moi-même journaliste en Algérie pendant les années 90, à une époque extrêmement difficile, je connais le tribut qui a été payé par cette profession pour la liberté d'expression. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, à chaque fois qu'un journaliste a été interpellé ou mis en prison, que la place d'un journaliste n'est ni devant un juge, ni en prison. Ça doit être très clair. Ça doit être très clair. Ma profession actuelle d'universitaire m'oblige ensuite à dire ceci, que en parallèle avec le fait qu'il faut toujours dénoncer les atteintes à la liberté d'expression, il faut aussi comprendre que la liberté d'expression ne signifie pas juste l'expression de ses préférences politiques. Parce que voyez-vous, quand j'envisage l'équation politique algérienne, je l'envisage toujours de deux côtés. Du côté de ce qui pose problème et nécessite un changement, et du côté de l'alternative. Or, en matière de liberté d'expression et de discours journalistique, eh bien, du côté de l'alternative, on a aussi assisté aux mêmes pratiques de l'anathème, de l'insulte, de l'exclusion, et des accusations de trahison à l'égard de personnes qui ont eu une vision différente de l'évolution du Hirak. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours que, en même temps qu'on s'oppose à un système qui est attentatoire ou à la liberté d'expression, il faut aussi réfléchir à sa propre pratique, parce que cette pratique-là, c'est elle qui représente l'alternative. Et vous savez, on se comporte au pouvoir exactement de la même manière comme on s'est comporté dans l'opposition. Donc, si on a exclu dans l'opposition, on exclura au pouvoir. Si on a lancé un anathème sur quelqu'un qui a une opinion différente quand on était dans l'opposition, on va utiliser le pouvoir pour empêcher des critiques de s'exprimer plus tard. Et puis, vous avez encore un problème très sérieux dans le champ médiatique de l'opposition aujourd'hui, c'est la présence des médias islamistes qui sont devenus, si vous voulez, une tribune
pour exprimer un idéal démocratique. Et je crois que là, il faut réfléchir aussi au paradoxe qu'il y a à jouer le jeu des ennemis de la liberté au nom de la liberté. Mais the bottom line, comme on dit en anglais, c'est toujours de dire qu'un journaliste, un intellectuel ou un activiste politique, sa place n'est ni devant un juge, ni devant un juge d'instruction, ni derrière les barreaux. Il faut que les choses se passent sur la place publique, dans des discussions, encore une fois, fermes, sans concession, d'accord, argumentées rationnellement, dans le respect des points de vue des uns et des autres, mais certainement pas en reproduisant ce que nous critiquons le pouvoir de faire. Alors, la question des femmes, je crois qu'aujourd'hui, la question est tranchée. Vous ne pouvez pas démocratiser un pays sans les femmes. C'est tout simplement pas possible. Les statistiques sont là, les études notamment d'Emmanuel Todd depuis les années 70 sur la corrélation entre l'émancipation et l'éducation des femmes et le degré de développement et de liberté et de démocratisation des sociétés, cette corrélation a été établie il y a très longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes en Algérie font face à un système social qui est encore patriarcal. Au meilleur des cas, il est néo-patriarcal, pour reprendre l'expression de Hicham Charabi. Il y a toujours eu un mouvement féministe pluriel en Algérie qui, tout en étant respectueux des traditions et de l'identité algérienne, revendique donc une place qui leur revient de droit, c'est-à-dire une place dans l'éducation, une place dans le marché du travail et surtout une protection contre la violence. Permettez-moi juste une anecdote d'une dame que je connais personnellement, qui a aujourd'hui 85 ans, une femme très traditionnelle, très pieuse, qui n'a jamais eu l'occasion d'aller à l'école. Elle est allée apprendre à lire et à écrire à l'âge de 65 ans. Cette femme-là, qu'on ne peut pas définir comme féministe du tout, que je connais très bien, a toujours exprimé une critique à l'égard de l'injustice qu'ont subi les femmes historiquement en Algérie, que ce soit la violence conjugale, que ce soit les droits à l'égalité, que ce soit la protection contre la violence contre les femmes. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque ces revendications ont été exprimées dans les manifestations, eh bien les femmes ont été agressées. Et c'est très discutable que de dire que le mouvement populaire veut un état de droit lorsqu'à l'intérieur des manifestations qui sont censées mener à l'état de droit, des femmes soient agressées et réduites au silence, parce qu'elles ont été réduites au silence fort malheureusement. Et de ce point de vue-là, il reste encore beaucoup de travail à faire. Merci à la chaire Aouda Durand pour l'organisation de cet événement et merci à nos 3 intervenants. Khaled, je sais donc demain qu'il y aura des manifestations, donc on pensera à vous aussi. Faites attention à vous. On va penser aussi à la sécurité des journalistes. Donc merci beaucoup et merci au public pour leurs questions. Je sais qu'il y en avait d'autres, mais là on n'a pas eu le temps de tout aborder. Mais je suis sûre que si vous nous envoyez un courriel, on pourra répondre à la question sûrement. Donc merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.